Aujourd'hui, la pollution des océans par le plastique est un problème majeur. La plupart des plastiques utilisés ne sont pas biodégradables et s'accumulent dans les océans, donnant naissance à de véritables continents de plastique et présentant un danger pour la faune marine, en ingérant des objets en plastique ou des microparticules de plastique. Serait-ce possible de créer un plastique biodégradable à partir de monomères déjà présents dans l'eau ? Dans ce projet, nous allons tenter de fabriquer un bioplastique à partir de chitosan et d'alginate, deux molécules qu'on trouve respectivement dans la carapace des crustacés et dans les algues brunes, qui se dégradent naturellement dans l'océan, et d'analyser ses propriétés ainsi que les paramètres influençant sa synthèse. Car le PSE qui a été présenté par Louison Laruelle, Léa Blanc et Baptiste Marty a défrayé la chronique. Pour synthétiser nos films de polymères, on commence par former une poudre où alginate et chitosan sont mélangés. On dissout cette poudre dans l'eau, puis on ajoute une solution d'acide lactique dans l'eau, qui protonne le groupe amine du chitosan pour créer des interactions entre les chaînes de chitosan et d'alginate et entre les chaînes de chitosan. On peut ajouter quelques gouttes de colorant à cette étape-là de la synthèse, pour pouvoir ensuite étudier le relâchement du colorant par le polymère. On répartit la solution obtenue entre 4 boîtes de pétri, et on ajoute à chaque boîte de pétri une solution de chlorure de calcium, qui agit comme agent de liaison entre les chaînes d'alginate. On laisse ensuite reposer, puis on retire l'eau sur le dessus, et on obtient un film qu'on peut ensuite laisser sécher. La synthèse des films est influencée par de nombreux paramètres. Nous avons essayé de jouer sur certains d'entre eux. Pour commencer, nous avons modifié le rapport chitosan-alginate, qui est au départ de 50-50. Le chitosan contribue à la raideur des polymères, tandis que l'alginate contribue à leur élasticité. Il faut donc trouver un bon rapport entre les deux. Et nous avons estimé que 60% d'alginate et 40% de chitosan était un meilleur rapport que celui utilisé au début de nos expériences. Au-delà, le polymère est trop vitreux et s'écoule trop facilement. Quand on diminue la proportion d'alginate, on n'obtient même pas un unique film. Nous avons également essayé de mettre uniquement du chitosan et uniquement de l'alginate. Avec l'alginate, on obtient de petites billes solides, et avec le chitosan, on obtient un film beau, mais très cassant. Nous avons également essayé de jouer sur l'acide. Plutôt que l'acide lactique, qui est un acide faible de pKa 4,5, on a testé des acides forts, mais nous n'avons pas obtenu de bons résultats, sans doute parce qu'à pH trop faible, on protonne également l'alginate, empêchant ainsi la liaison de s'établir. Également, on a tenté de verser le sel avant de verser la solution de polymère. L'alginate réagit plus rapidement, formant des billes en s'accumulant avec le sodium, autour desquelles vient s'ajouter le chitosan. Cela forme de gros grumeaux. On a également tenté d'utiliser du chlorure de sodium, dans lequel le sodium a une seule charge positive, mais cela empêche l'établissement de liaison alginate-alginate, qui nécessite un cation avec 2 charges positives, pour relier les 2 chaînes comme expliqué sur ce schéma. Pour caractériser nos bioplastiques, nous avons ensuite décidé d'effectuer une série de mesures mécaniques sur des bandes découpées dans les films que nous avons synthétisés. L'objectif était d'étudier leur comportement de déformation sous contrainte et de déterminer leur point de rupture. Nous avons utilisé 3 films issus de synthèses différentes, ayant un vieillissement différent, en prenant plusieurs échantillons par film. Nous avons choisi de réaliser un essai de traction, c'est-à-dire d'appliquer une force unilaxiale à notre échantillon et de mesurer l'allongement qui en résulte jusqu'à la rupture. On convertit ensuite ces mesures en déformation et contraintes selon les formules présentées. Pour réaliser ces tests, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser un appareil électromécanique du CIM, un laboratoire de l'ESPC. Cet appareil fonctionne avec un système de vis sans fin relié à un circuit électrique. Il effectue un déplacement à vitesse constante qui a pour effet d'étirer l'éprouvette et mesure l'effort nécessaire à ce déplacement à l'aide d'un capteur de force, jusqu'à la rupture de l'échantillon. Grâce aux données acquises par l'appareil, on peut remonter à la courbe contrainte déformation de chaque échantillon en utilisant un programme MATLAB que nous avons écrit. Cette courbe permet de caractériser le comportement d'un matériau, notamment de voir s'il est fragile ou ductile. Voici un exemple de courbe obtenu pour un de nos échantillons. On observe que nos films ont un comportement élastique pour de petites déformations, jusqu'à environ 2%. On a alors un domaine linéaire qui correspond à une déformation réversible. Puis on observe une déformation plastique irréversible, suivie d'une rupture. La rupture se produit pour des contraintes significatives, entre 20 et 60 MPa environ, ce qui signifie que nos films sont très résistants. Cette courbe permet de déterminer plusieurs valeurs importantes. On présente ici la méthode utilisée pour déterminer ces valeurs. Nous avons donc déterminé le module Young E, qui mesure la rigidité du matériau, la limite d'élasticité sigma E et la résistance à la traction ultime sigma R.
Sur les slides suivantes, on présente les résultats obtenus pour nos 3 séries de bioplastiques. La série 1 est issue de la synthèse la plus récente, la série 2 d'une synthèse intermédiaire et la série 3 de la synthèse la plus vieille. On a pris à chaque fois 2 échantillons par série. On a donc remarqué que notre module Young, notre limite d'élasticité et notre résistance à la traction ultime diminuent avec le vieillissement du film, ce qui signifie que le bioplastique devient moins rigide, plus ductile et moins résistant avec le temps. La déformation associée augmente significativement au cours du vieillissement, ce qui signifie que le bioplastique devient plus déformable avec son vieillissement. Ainsi, les propriétés mécaniques de nos films se dégradent au cours du vieillissement, et il faut faire attention aux conditions dans lesquelles on les conserve, puisqu'ils sèchent de façon excessive dans l'air ambiant. Une piste d'ouverture de notre PSE pourrait être de chercher à empêcher cette détérioration. On a ensuite comparé les valeurs obtenues aux paramètres mécaniques du polyéthylène, la matière plastique la plus utilisée industriellement. On en déduit que ces films ont une résistance à la rupture similaire, mais un plus faible comportement élastique, c'est-à-dire qu'ils sont moins flexibles que des plastiques industriels. Cela peut être un avantage pour certaines applications. Pour conclure, notre bioplastique a donc des propriétés mécaniques intéressantes, comparables à celles d'un plastique industriel. Il est notamment très résistant à la rupture et se déforme peu avant celle-ci. Après avoir synthétisé nos hydrogels, on a voulu étudier leur résistance et leur dégradabilité vis-à-vis de leur environnement. En effet, on a pu constater que l'hydrogel avait un comportement totalement différent suivant qu'il était immergé par exemple dans de l'eau pure et dans de l'eau salée. On a donc réalisé une première expérience de suivi par absorbance UV visible du relargage colorimétrique d'un colorant bleu que l'on a intégré au biofilm lors de sa synthèse. On a donc pu tracer une courbe de la cinétique de libération du colorant en prélevant à des instants donnés dans des solutions de concentration en sel variables, et ce qui nous a permis de tracer cette courbe. On peut clairement voir que plus la concentration en sel est élevée, plus le biofilm va libérer rapidement et quantitativement du colorant bleu. Cela peut se comprendre en effet, car si on s'intéresse à la structure de notre bioplastique, les chaînes d'alginate sont liées entre elles par une interaction électrostatique autour de cations divalents Ca2+. Or, lorsqu'on va rajouter du sel, on va remplacer donc ces ions calcium Ca2+, par des ions Na+, et ça va déliter progressivement l'hydrogel, et donc relarguer le colorant qui était intercalé entre ces feuillets d'oligomères. On va notamment aussi pouvoir mesurer le gonflement de l'hydrogel, c'est-à-dire qui est donné par la formule ci-contre. On a donc voulu d'abord déterminer la cinétique du gonflement de l'hydrogel en fonction du pH, et on s'est rendu compte qu'il avait globalement la même dépendance du gonflement en fonction du pH, et que les pH extrêmes, c'est-à-dire très acides ou très basiques, n'entraînaient pas de gonflement significatif de notre biofilm. On a donc représenté le résultat ici, où on peut voir que donc à pH très acide ou à pH très basique, l'hydrogel n'a pas gonflé, et que pour une vaste gamme de pH intermédiaires, l'hydrogel a gonflé pour des valeurs relativement similaires. Là où l'expérience est intéressante, c'est qu'on a réalisé des solutions de concentration en sel croissante, et que plus la concentration en sel est élevée, moins l'hydrogel a gonflé. C'est donc une dépendance inverse vis-à-vis de la concentration en sel que le relargage de composés qui est intercalé dedans. Et cela se comprend en fait car l'intercalation de molécules d'eau au sein de l'hydrogel est soumise à l'osmose, c'est-à-dire qui est mue par la différence de concentration saline entre l'extérieur et l'intérieur de l'hydrogel. Et donc plus la solution extérieure dans laquelle le film est immergé est riche en sel, moins cette différence va être importante, et donc moins de molécules d'eau vont pouvoir migrer à l'intérieur. Ainsi, nous avons réussi à fabriquer un bioplastique à partir de polymères biosourcés. Ce film pourrait être utilisé par l'industrie pharmaceutique car il relâche très bien les molécules emprisonnées à des pH proches de ceux du corps humain. De plus, nous avons montré qu'il a des propriétés mécaniques intéressantes puisqu'il a à la fois un comportement élastique pour de petites déformations mais qu'il résiste aussi à des contraintes assez importantes. Nous avons donc montré qu'on peut synthétiser un plastique biosourcé entièrement biodégradable dans la mer qui pourrait éventuellement remplacer totalement le plastique industriel. Cela conclut donc notre PSE. Merci.